Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Se former en continu coûte cher. Entre billets d'avion et séjours à l'étranger, il est très souvent difficile de s'offrir une formation de qualité. Pour faire face à cette problématique, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le centre d'éducation à distance. Sa mission, apporter la formation en continu sur place sur la base de visioconférences. Les auditeurs peuvent participer à des modules de formation aux quatre coins du globe et renforcer à moindre coût leurs capacités. Notre reporter Alexis Ouedraogo s'est intéressé à cette solution de formation mise en place depuis 1999. Il y a 10 ans, la Corée du Sud, c'était des bidonvilles à perte de vue. Aujourd'hui, le pays est l'une des économies les plus puissantes au monde. À la base de ce succès, l'éducation des populations. Le pays a le taux de scolarisation le plus élevé au monde. Vous trouverez par exemple en Corée du Sud des centres de formation ouverts entre 23h et 1h du matin pour des travailleurs en quête de renforcement de capacité. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement est bien conscient de l'impact de la formation pour booster le développement du pays. Chaque année, plusieurs agents ou fonctionnaires de l'État sont envoyés en formation, mais à l'étranger, puisque certains modules ne sont pas disponibles sur place. Il demeure toutefois un problème, le coût. Ces formations à l'étranger coûtent cher, très cher à l'État. En solution, un centre d'éducation à distance a été mis sur pied depuis 1999. Sa mission, rendre disponibles sur le territoire ivoirien des modules de formation continue. Le centre, qui se dote d'un nouveau siège, connaît toutefois quelques difficultés pour sa livraison. Le centre d'éducation à distance, depuis sa création, est provisoirement hébergé à l'École nationale d'administration. Compte tenu de l'importance de cette politique de renforcement des capacités de l'administration publique, de la société civile et du secteur privé, il fallait permettre au centre d'éducation à distance donc d'avoir un instrument, d'avoir un siège avec toutes les dernières plateformes, les techniques multimédia et de visioconférence qui lui permettraient d'assumer donc ses missions. Les travaux ont été exécutés à quasiment 85%. Président du comité de gestion du centre d'éducation à distance, le secrétariat national au renforcement des capacités assure de dispositions pratiques en vue d'offrir au plus grand nombre l'opportunité de se former et de faire face aux défis de l'émergence. S'il y a 70 ans en Corée du Sud, seules 2 personnes sur 10 savaient lire et écrire. Aujourd'hui, l'éducation et la formation du peuple ont propulsé le pays au rang de puissance incontournable. Un exemple à suivre à tout prix. Fédérer les efforts pour une scolarisation obligatoire et une école islamique d'excellence et de qualité, c'est l'objectif que veut atteindre la Ligue des établissements islamiques et médersa en Côte d'Ivoire, entendez l'ESIM, à travers un congrès organisé du 25 au 27 décembre à l'université islamique Al-Fourqan, située dans la commune de Yopougon. À l'issue des assises, Cheikh Ibrahim Sangaré est reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la LESIM. On retrouve Alexis Ouedraogo. Elle commande pour vous le reportage de Barakissa Bamba. Cheikh Ibrahim Sangaré est reconduit pour un mandat de 4 ans à la tête de la Ligue des établissements confessionnels islamiques et médersa en Côte d'Ivoire. Le président s'engage à appliquer les résolutions du Congrès. Parmi ces recommandations, il faut accompagner les écoles à la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale et voir dans quel contexte les structures qui travaillent au sein des organisations de l'éducation puissent se mettre ensemble pour regarder dans la même direction. Donc c'est nos défis à relever dans les 4 années à venir. À travers ces assises, la LESIM veut redynamiser le secteur de l'enseignement islamique. Les défis restent toutefois nombreux. Fédérons nos efforts pour une scolarisation obligatoire et une école islamique d'excellence et de qualité. L'école obligatoire est une loi de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'école d'excellence encore dans nos écoles confessionnelles. Il n'y a pas d'enseignement secondaire d'excellence encore. Il n'y a pas de programme dans nos écoles confessionnelles islamiques.
Il faut qu'on se mette ensemble pour parler un jour d'un programme national de l'école confessionnelle islamique. Le congrès invite les promoteurs d'écoles à prendre une part active dans la formation de l'Ivoirien nouveau. Il exhorte la Ligue à continuer à prendre des initiatives en vue de favoriser la scolarisation de la jeune fille. Je vous propose à présent de faire incursion dans le quotidien des Gbaka, ces mini-cars qui assurent le transport des populations entre la commune de Yopougon, d'Abobo et d'Adjamé. L'indiscipline, voilà en un mot ce qui caractérise ce secteur du transport à Abidjan. Maïsako. Ce vendredi, à l'instar des autres jours ouvrables, la ville d'Abidjan grouille d'activités. Allant au rythme de la capitale économique ivoirienne, les mini-cars de transport en commun, généralement appelés Gbaka, sont aussi à la tâche. Ces véhicules, dont les tarifs varient entre 200 et 500 francs CFA, sont une chance pour qui ne possèdent pas de véhicule personnel. Pourtant, les Gbaka ont la triste réputation de s'illustrer par une indiscipline notoire dans la circulation. Adjamé, Carrefour, Mirador, ce sens interdit s'affiche clairement. Et pourtant, les Gbaka n'hésitent pas à l'emprunter. Après un sens interdit, c'est bien? Souvent, il y a Moutiaï qui est là, on peut passer par l'autre côté. C'est forcément obligé qu'on n'a qu'à rentrer là. À Adjamé, à Bobo, à Yopougon, le constat est le même. De par leur indiscipline essentiellement caractérisée par le non-respect du code de la route, les Gbaka sont à l'origine de nombreux accidents, des embouteillages et de bien d'autres désagréments sur les routes. Sincèrement, parler de la conduite des Gbaka, vraiment certains conduisent très mal. C'est leur argent qui les intéresse, mais la vie même des passagers ne les intéresse pas. Les chauffeurs de Gbaka sont des personnes qui ne sont pas beaucoup trop encadrées. C'est à l'État de faire l'effort d'encadrer ces personnes-là. On dit que vous prenez les comprimés, les cafés noirs. Moi, il n'y a pas de dose, ils ne fument pas, ils ne boivent pas noir. Ma dose, c'est l'eau. Les chauffeurs de Gbaka imputent leur indiscipline à la course effrénée vers le gain et aux syndicats qui leur mettent une pression financière, les empêchant de fonctionner sereinement. Imaginez un client devant, vous êtes deux. Il veut prendre, toi, tu veux prendre. Donc, ça dit que c'est obligé que tu connais ma... Le Sénégal nous fatigue trop. Voilà. Donc, souvent, si on prend un client, 2 clients, 3 clients, nous fatigue, nous attraper, forcément, on a qu'à payer. C'est non la violence, on fait pas parler avec eux, on prend notre argent tranquillement. C'est bien du jour, on prend avec eux. Les Gbaka indisciplinés peuvent encourir des sanctions. Dans la commune d'Adjamé, par exemple, les autorités municipales ont pris des mesures pour mettre de l'ordre dans les rangs de ces véhicules. Quand nous prenons un véhicule, un chauffeur indélicat, il est amendé. Et l'amende s'élève un peu jusqu'à 50 000 francs. Emprunter ou avoir recours au Gbaka, un mal nécessaire pour un grand nombre d'Abidjanais. Un peu de discipline, comme le veut la devise du pays, ne ferait pas de mal aux usagers, tout comme aux autres automobilistes sur le chemin du travail. Signé Kader Ouattara et Maï Sako. Que s'est-il passé samedi au concert de l'artiste et musicien Koffi Olomide? En tout cas, les milliers d'amateurs de rumba qui ont pris d'assaut le Palais de la Culture sont rentrés déçus. La star internationale congolaise de la rumba n'a presque pas presté. Sur les 2 heures de show annoncées, Koffi Olomide n'est monté sur scène que pour un peu plus d'une demi-heure. À l'origine de ce fiasco, un contrat mal ficelé, l'artiste et les organisateurs se rejettent mutuellement la faute. Que s'est-il passé? L'affaire fait grand bruit dans la capitale ivoirienne. Le concert manqué de l'artiste congolais Koffi Olomide au Palais de la Culture de Treichville samedi dernier. À l'origine de cette affaire, une histoire de droit à l'image. Ils m'ont clairement dit qu'ils n'étaient pas du tout intéressés à payer pour filmer et donc qu'ils ne filmeraient pas. Parce que moi j'avais demandé, comme il se doit, à être payé pour être filmé. J'arrive, je trouve des drones, des grues, qu'on appelle aussi perches, 6, 7, 8 caméras sur la scène, devant, partout. Comme on en avait parlé avant, j'ai failli même ne pas commencer à chanter. Mais je regardais mon public qui était là, qui vibrait. Je me suis mis quand même à chanter. Le spectacle a quand même commencé. Au bout d'à peu près 40 minutes comme ça, je me suis dit, ok, je vais quand même essayer de voir avec M. Ouattara, qui est le producteur, au sujet de ce filmage qui a lieu alors que lui m'avait dit qu'il n'y aurait pas de filmage. Faux, rétorquent les organisateurs de Abidjan by Night, un spectacle en couveuse depuis plus de 6 mois.
à moi, il n'a fait état nulle part de ce que nous ne devions pas avoir dans la salle, enfin au spectacle, des caméras. Kofi arrive, il fait savoir à Romy qu'il ne souhaite pas être filmé. Nous lui avons fait comprendre que les caméras servaient juste pour la diffusion sur les grands écrans et que jamais nous n'allions utiliser ces images à des fins commerciales. Et lui, Kofi Olomide, qui n'est pas organisateur de l'événement, est venu avec grand poussé, il a présenté devant tout le monde sur scène. Lui, il avait le droit de filmer le concert, notre événement que nous avons organisé, pour lequel nous lui avons payé un cachet. Lui, il avait le droit de le filmer et de faire l'usage qu'il lui croyait bon. Nous n'avons pas compris sa démarche et il souhaitait, pour que les caméras continuent de diffuser son image sur le lieu du site, que nous lui payions la somme de 12 millions de francs CFA sur place. Faute de quoi il interrompait le spectacle, ce qu'il a fait. Pour les organisateurs, de nombreux efforts ont été consentis pour la réussite du spectacle. Les visas que nous avions confectionnés à partir d'ici, Kofi a demandé que nous lui envoyions l'équivalent de $3000 pour faire des visas ivoiriens à Kin. On l'a logé où il a souhaité être logé. Nous lui avons payé l'intégralité de son cachet. L'intégralité de son cachet lui a été payée. Tous ces caprices-là et bien d'autres, nous y avons accédé parce que nous ne voulions pas du bruit autour de notre événement. L'artiste international congolais dit disposer de preuves portant sur les conversations concernant ce contrat. Il a tenu à présenter néanmoins ses excuses au public ivoirien et compte se racheter. Ce n'est pas pour moi une question d'argent, je le répète. C'est cette façon de faire, ce mépris, cette espèce de manque d'honnêteté vis-à-vis des artistes, vis-à-vis de moi, ce qui est arrivé hier. C'est inacceptable. Pour le public, j'ai beaucoup de peine. Je reviendrai en Côte d'Ivoire, je trouverai le moyen de les contenter. Je ne vais pas laisser passer 3 mois. Je reviendrai, mais que les gens comprennent qu'à un moment donné, il faut quand même que les artistes soient quand même respectés. Mais l'affaire ne restera pas là. Kofi Olomide a décidé de saisir la justice ivoirienne. Les organisateurs comptent faire pareil. Dramane Ouattara et son équipe souhaitent la réparation des préjudices estimés, selon eux, à 80 millions de francs CFA. Le grand perdant de cette histoire, c'est bien le public ivoirien. Une affaire à suivre donc. Et bien sûr, la RTI sera toujours là pour vous tenir au courant. Silent Night ou encore Douce Nuit, ce chant était immanquablement de la fête le 25 décembre car depuis des années, il s'est imposé comme l'hymne de Noël. Mais combien savent son origine? Eh bien, ce chant repris par plusieurs artistes provient d'un village d'Autriche, un village qui est désormais donc un village touristique. Plus qu'une chanson, ces quelques notes sont le véritable hymne de Noël. Des paroles qui évoquent le calme d'une nuit d'hiver et la communion entre les hommes. Dans ce village de l'Ouest autrichien, Douce Nuit, Sainte Nuit fait la fierté des habitants. Pour eux, la mélodie résonne d'une façon toute particulière. Je crois que les gens, aux États-Unis ou en France ou dans d'autres pays, ne savent pas vraiment où le morceau a été joué pour la première fois. Ils connaissent la chanson, mais les gens ne savent pas d'où elle vient. La réponse se trouve en Autriche, à la frontière avec l'Allemagne, dans la région de Salzbourg. C'est ici que naît la célèbre chanson il y a près de 200 ans. 6 strophes, écrites par Joseph Mohr, alors jeune prêtre, puis mise en musique par un de ses amis, Franz Xavier Gruber. Les touristes se pressent par milliers à Oberndorf pour visiter la réplique de la chapelle où le morceau a été interprété pour la première fois à la veille de Noël. C'est depuis le village que des chanteurs itinérants ont peu à peu répandu le morceau, d'abord en Europe, puis aux États-Unis dès 1839. La chanson a été depuis traduite dans plus de 330 langues. Écrite en temps de guerre et de crise majeure en Europe,
la partition reste d'une actualité brûlante. Les gens étaient très pauvres, ils avaient perdu leurs emplois, ils devaient se battre pour survivre. La chanson dit aussi que les gens devaient être bons les uns envers les autres, qu'ils devaient apprendre à pardonner, à vivre ensemble et qu'ils devraient essayer d'apprendre à mieux se comprendre. Le morceau ne compte plus les reprises d'Elvis Presley en passant par Miley Cyrus ou des groupes de métal. La version la plus insolite revient peut-être cette année à la Suède avec une composition interprétée par des chèvres pour une association caritative. Douce nuit. Direction l'Irak, où jusqu'à hier, les batailles faisaient rage dans la ville de Ramadi. Pont en ruine, colonne de fumée, Ramadi est en feu. L'armée irakienne, depuis samedi, multiplie des assauts contre le groupe djihadiste pour tenter de récupérer la ville perdue il y a environ 8 mois. Nos objectifs sont les plus grands quartiers autour de Aouz à Ramadi, ainsi que les zones voisines plus au sud. Cela nous facilitera la tâche pour accéder à des zones plus importantes qui bénéficient de l'attention des médias. Ça a également une valeur morale pour les habitants d'en bas. L'armée irakienne devrait longtemps marcher sur la ville, à en croire ses responsables. La raison pour laquelle nous avons été retardés, c'est parce que les criminels du groupe État islamique ont commis de nombreux actes odieux et posé des mines et explosifs un peu partout. Cela a provoqué beaucoup de dégâts au sein de nos troupes dans les rues. Les djihadistes comptent 23 morts pour la seule journée de vendredi. L'armée irakienne affirme être à 600 ou 700 mètres du siège du gouvernement en vue de laver l'affront subi comme une honte lors de la défaite en mai 2015 à Ramadi. Environ 400 djihadistes vivra encore sur le sol de la ville. Et on l'a appris ce matin, les derniers combattants du groupe État islamique ont quitté hier dimanche un complexe gouvernemental stratégique de Ramadi, offrant aux forces irakiennes leur plus grande victoire depuis l'offensive des djihadistes en Irak il y a 1 an. Mais même si les militaires devaient encore nettoyer la zone du complexe des mines et engins explosifs laissés par les combattants de l'EI, des responsables ont déjà félicité les forces irakiennes pour cette victoire arrachée après de violents combats. La campagne des élections présidentielles et législatives en Centrafrique prend fin ce lundi soir après que le scrutin a été repoussé de 3 jours en raison de contraintes logistiques. Ce report au 30 décembre, qui signifie également prolongation de la campagne électorale, fait plutôt les affaires des candidats. Le premier round des discussions à Bujumbura, juste avant la présidentielle de juillet dernier, s'était soldé par un échec après le retrait du gouvernement. Ce lundi 28 décembre, le président ougandais Yoweri Museveni relance sa médiation en vue de trouver une solution à la spirale de violence dans laquelle s'enfonce le Burundi depuis l'annonce par le président Pierre Nkurunziza de sa décision de briguer un 3e mandat fin avril, mais le pays n'est pas encore au bout du tunnel. Samedi, les policiers de Chicago ont de nouveau abattu un jeune noir chez lui et tué accidentellement une mère de 5 enfants qui leur avait ouvert la porte. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances du drame, mais cet incident risque encore d'attiser la colère de la communauté afro-américaine de la ville qui réclame la démission du maire. Le Washington Post a publié dimanche une enquête exhaustive sur le nombre de personnes abattues par la police en 2015. La police américaine a tué 965 personnes rien que cette année. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes en compagnie de Mariam Touré. RTI 1, la chaîne qui rassemble.